Voilà. Donc Jean-Paul, peux-tu présenter l'AMSP et comment en êtes-vous venu à la création de votre CPTS? Oui, merci. Très bon souvenir de l'époque FEMAChamp, de la formation aussi que vous aviez organisée, de management, moi qui m'a bien rendu service sur Nancy. Nous, Bar-sur-Seine, dans l'Aube, Bar-sur-Seine, 3000 habitants. En 2017, les professionnels de santé de Bar-sur-Seine s'organisent dans un regroupement MSP pour anticiper le départ en retraite, toujours avec la problématique désertification médicale. En novembre 2017, on entre dans la maison de santé, 5 médecins, une ex-interne, une toute jeune ex-interne, une remplaçante. Les 5 bureaux médecins sont occupés. Ce n'était pas du tout évident au départ. Mission accomplie, tout va bien, le problème est derrière nous. Donc ça, c'est en novembre 2017. Printemps 2018, c'est vraiment tout près derrière. Le maire de Mussy nous mobilise, nous interpelle. 2 médecins de Mussy, 1000 habitants, vont partir fin 2019. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, le problème, c'était déjà nous médecins, mais c'est la même chose pour les autres professionnels de santé. Ça veut dire pour la garde médicale, parce que sur le territoire, nous, on fait la garde médicale. Les 11 médecins qui restent, ça veut dire plus de garde médicale. Ça veut dire une vague de patients qu'on va devoir prendre en charge. Donc un facteur de désattractivité pour ceux qui voudraient venir et pour nous, une source de tension. Donc c'est à partir de cette fragilité qu'est né qui a été défini le territoire, 23 000 habitants, sur lequel va être créé notre CPTS. La question, c'était comment faciliter les conditions d'exercice d'un médecin qui viendrait à Mussy-sur-Seine. Donc, je sais pas, oui, voilà. En quoi la MSP a permis de faciliter la création de la CPTS, Jean-Paul? C'était décisif, mais on n'a pas compris tout de suite pourquoi. Donc déjà, notre premier regard a porté sur l'aspect informatique. Un médecin qui viendra à Mussy, qu'est-ce qu'il allait retrouver? Qu'est-ce qu'il allait trouver comme environnement? Qu'est-ce qu'il avait trouvé des fichiers des médecins qui allaient partir, que ce soit informatique ou papier? Qui sait qui serait capable de reconstruire des choses tout seul? D'expérience, on peut dire que il y avait grande chance que tout soit perdu. De notre expérience au niveau de notre cabinet avec Stéphanie, pendant des années, on avait préparé l'entrée dans la maison de santé, on avait structuré nos dossiers pour créer un environnement qui soit agréable pour les internes. On avait un savoir-faire, on avait la conscience du problème. Donc, on a été capable de récupérer les fichiers, de les réimporter dans un logiciel commun et d'aider le médecin qui arrivait à Mussy avec son assistante médicale à la structuration des dossiers. Mais on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on avait le savoir-faire. On a en tout récupéré 6 fichiers patients, de médecins au fur et à mesure qui partaient. Une sage-femme échographiste qui s'est installée à Bar-sur-Seine, qu'on n'a pas pu accueillir dans la maison de santé parce qu'on n'avait pas de place, a pris le même logiciel. Demain, on est tout à fait capable de fusionner des fichiers. On est aussi en perspective d'organiser une sauvegarde territoriale commune. Donc ça, on a développé des savoir-faire qui ont été vraiment initiés pour la maison de santé. Et c'est là-dessus qu'on est parti pour la CPTS. Mais le plus important, c'est le concept de travail en commun. Parce que ce qui est important, c'est le projet. Et le projet, en fait, il a commencé pour nous avant l'entrée en maison de santé. On a commencé à travailler sur déjà une rentrée dans l'informatique, structurer nos dossiers. Et c'est un travail qui a été fait en commun, qui nous a engagés tous les deux, notre secrétaire, la jeune interne qui s'est installée après.
Donc quand on est arrivé dans la maison de santé, on avait déjà les concepts de la maison de santé. Et tout ça, c'était ce qu'on a réinjecté dans la CPTS. Merci Jean-Paul. Alors là, on va passer la parole à Delphine. Delphine, vous êtes pharmacienne ? Juste un petit truc, quelque chose que je trouve très, très chouette, c'est que en 2018, c'est nous qui avons proposé à l'ARS la création d'une CPTS. En venant du congrès de la FEMA, du colloque de la FEMA-Champ, où vous aviez présenté ce que c'était qu'une CPTS, moi je me suis dit, bah, ça c'est pour nous. Donc 2-3 jours après, je vous ai passé un coup de fil. Enfin, je t'ai passé un coup de fil. Ouais, et après, c'était un mail à l'ARS, il me dit, notre territoire il est un peu petit, mais c'est passé tout seul. Comme quoi le projet est plus important que le territoire. Voilà. Alors Delphine, donc vous êtes pharmacienne, arrivée récemment. Comment un pharmacien peut-il s'intégrer dans une CPTS ? C'est une grande question. Alors, je pense déjà comment s'intégrer tout court. En fait, quand vous m'avez posé cette question, je pense que chaque professionnel de santé, si on veut s'intégrer dans une CPTS, il faut déjà aller vers, avoir cette notion d'aller vers les autres. Et la deuxième chose, il faut aussi être accueilli. C'est les deux fondamentaux, je pense, pour arriver à avoir une relation donnant-donnant. On ne peut pas fonder une CPTS sans avoir cette envie de travailler ensemble et de donner l'un envers l'autre. Voilà. Alors après, moi, je suis arrivée en octobre 2020. Alors, pour citer mon exemple, je suis arrivée le 1er octobre, le 5, je devais être à l'AMSP entourée de toute mon équipe qui est autour de moi. On m'a tout de suite intégrée au fil de discussion. Ils nous ont formés au test. J'ai intégré le centre de vaccination. Bref, en même pas 2 semaines, j'étais déjà dans le bain, à toute allure. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Aujourd'hui, on travaille sur les protocoles de coopération. Donc, on a fait les protocoles de coopération nationaux. Là, on travaille plus particulièrement sur les protocoles locaux avec les kinés, les pharmaciens. Donc, c'est un nouveau travail, une nouvelle façon de travailler, mais qui est totalement plaisante. On a également une télémédecine qu'on se partage, qui est située à l'hôpital de Bar-sur-Seine, qu'on se partage avec l'AMSP, les 2 pharmacies de Bar-sur-Seine. Donc, j'ai accès à l'agenda, je peux donner des rendez-vous. On échange énormément avec les professionnels de santé, la coordinatrice également, par téléphone, par ApiCrypt. J'aide également aussi à l'intégration d'autres professionnels de santé. J'embauche des étudiants en médecine aussi en renfort pour souder la future équipe. Voilà, en conclusion, je dirais que mon expérience, je suis contente parce que j'ai une solution à apporter à chaque patient qui rentre dans mon officine, que ce soit en termes de soins non programmés, renouvellement de traitement, adaptation de posologie. Je me sens soutenue, pas cloisonnée dans mon exercice, nourrie de toutes les informations qu'on partage. On construit ensemble un maillage autour du parcours patient et c'est vraiment chouette. Voilà. Merci pour votre témoignage. Vous voulez que j'en dise plus sur le maillage, du coup ? Comment ? Vous voulez que Oui, si vous voulez. Comment fait-on pour construire un maillage entre professionnels ? C'est joli là-dessus. Oui, c'est tout à fait, on est une grande famille. Alors, nous, le pharmacien, on est plutôt soit au début de la chaîne, soit en fin de chaîne, ça dépend. Mais je veux juste vous citer 2 exemples. J'ai une patiente, en fait, qui est sortie d'HDJ, à qui je suis allée porter un médicament. Je suis arrivée, je l'ai trouvée très mal en point et j'ai appelé, donc Stéphanie était son médecin. J'ai appelé Stéphanie et Stéphanie me dit mais sa prise de sang elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne déjà avant qu'elle reçoive son traitement. Là il faut qu'on fasse quelque chose. Donc du coup j'ai appelé le 15 et elle a été hospitalisée dans la foulée. Donc et c'est ça un maillage patient, c'est se donner les infos, faire que des gens qui sont dans la précarité, qui sont pas capables de signaler et de dire qu'ils sont en difficulté, on soit là pour prendre le relais. Donc moi ça m'a pris 5 minutes. Stéphanie ça lui a pris 5 minutes. Et cette patiente-là a réussi à être hospitalisée dans l'heure.
Donc et un autre exemple aussi, l'autre fois, j'ai une infirmière qui m'appelle en me disant j'ai une dame, pas de permis de conduire, il faut aller chercher son traitement à la pharmacie de l'hôpital qui est à 30 km. Comment on fait? Donc là, on se débrouille et on a réussi à lui livrer son traitement en 48 heures. C'est ça le maillage en fait. Le maillage, c'est proposer, être là pour soutenir et rassurer pour que tout se passe bien et qu'on soit tous ensemble. Voilà. Merci. Et du coup, en quelques mots, comment vous pourriez résumer ce qui fait sens pour vous dans le travail collectif, le travail coordonné? Alors, moi, je trouve que la première chose, ça nourrit. Ça nourrit énormément parce qu'on apprend plein de choses, on augmente nos compétences. On n'est pas seul. Et je crois que la chose la plus importante, c'est je suis super fière d'être avec eux. On a une bonne équipe. On se sent soutenu et ouais, c'est un grand moment de fierté. Merci. Alors, Stéphanie, à vous. Ouais. Alors, vous êtes médecin généraliste et vous avez piloté la mise en œuvre du centre de vaccination Covid de votre territoire. Comment construit-on un projet comme ça, une vision commune sur un territoire Oui, alors... Bon, moi, je vais essayer de vous illustrer en fait comment, à travers notre expérience centre de vaccination, le concept CPTS est devenu concret pour l'ensemble des pros du territoire. En fait, notre CPTS est devenu vraiment opérationnel au moment de la crise Covid parce que nous avons dû nous fédérer ensemble autour d'une problématique commune avec nos moyens et à notre initiative. Nous avons été sollicités au mois de janvier par l'ARS pour monter un centre de vaccination sur le territoire. On n'avait pas de feuille de route, pas de cahier des charges. Allez-y, débrouillez-vous, montez un centre. Bon, on s'est retrouvés quelques collègues à la MSP en se disant comment on fait. On avait l'expérience de la filière Covid, donc on avait déjà cette expérience de travailler en équipe. Et donc on s'est dit assez naturellement que ce serait la maison de santé qui hébergerait le centre de vaccination. Bon. On avait le lieu. Ensuite, on a fait appel à l'ensemble des professionnels de santé du territoire, dont la grande majorité sont en activité. On a eu aussi quelques étudiants du territoire qui sont venus nous aider. Et donc, on avait déjà donc, les éléments pour monter le centre. Après, s'est posé la question de... Il a fallu qu'on s'adapte parce que, comme disait Jean-Paul, on n'a pas une maison de santé qui est très grande et il fallait qu'en plus, on poursuive les soins pour nos patients. Donc, dans un but d'optimisation de temps et de place, on a choisi de vacciner en binôme de soignants autour du patient. Donc, dans notre organisation, le patient était installé dans un bureau et 2 soignants s'occupaient de lui, donc dans l'intégralité de sa prise en charge, que ce soit le questionnaire d'éligibilité, la vaccination, la partie administrative, etc. Et en fait, la force, c'était ça. C'était que cette vaccination en binôme, elle nous a permis de nous connaître et d'échanger entre nous. On a travaillé dans un esprit de complémentarité positive, dans le sens où chacun apportait à l'autre. On n'avait pas de notion de hiérarchie et on était tous interchangeables sur tous les postes, que ce soit sur la préparation de la vaccination, l'enregistrement, l'injection, etc. Et au final, ça a débouché sur un réel plaisir à travailler ensemble. Dans notre expérience, on a pu compter sur le centre hospitalier de proximité, qui était un atout précieux sur notre territoire, dans la mesure où ils nous ont aidés pour ils nous ont mis à disposition du personnel, donc secrétaire pour les agendas et puis agent d'accueil. Alors bien sûr, tout n'a pas été toujours simple parce qu'ensemble, on a dû faire face à une grosse pression et je pense que vous l'avez vécu, ceux qui ont vacciné, la pression médiatique, la pression politique, la pression des patients qui voulaient tous être vaccinés en même temps et au même moment. Et dans tout ça, dans tout ce stress, il a fallu qu'on reste vigilant et qu'on reste à l'écoute les uns des autres et qu'on respecte le besoin et le rythme de chacun.
Ce qui a fait qu'en fait, notre centre de vaccination, on l'a adapté au fil des jours. Il y a eu des jours où on a fermé parce que ça n'allait pas. Et il y a eu des jours où, au contraire, on a ouvert plus. Je pense surtout à des soirées, des week-ends où on y est allé avec ceux qui avaient envie. Voilà. Et donc, alors, fort de cette expérience de centre, certains pros ont souhaité étendre la vaccination, toujours dans l'esprit pluriprofessionnel, dans leur village. Et donc là, la CPTS a été très aidante dans ces actions collectives, puisqu'elle a mis à disposition, elle a acheté les frigos normalisés, elle a financé les agendas Doctolib, etc. On a organisé les circuits de commande des vaccins. Et tous les pros de tout le territoire se sont sentis accompagnés. Au final, 4 mini-centres de vaccination secondaire ont été ouverts sur le territoire de la CPTS, ce qui a été aussi une belle dynamique. Donc, voilà, c'est cette manière de travailler ensemble, d'avoir pu compter les uns sur les autres, dans toujours ce respect des besoins de chacun, nous a permis au final de bâtir des relations de qualité et de confiance qui, en fait, aujourd'hui sont notre force et nous permettent d'aborder les nouveaux projets. Voilà. Merci. Alors, Gladys et soutenue par Jean-Paul, vous allez nous parler des IPA. Alors, Gladys, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire comment l'équipe vous a accueilli dans votre projet d'IPA? Oui, alors je dois dire que je suis une ancienne infirmière libérale qui exerçait déjà sur la MSP de Bar-sur-Seine. Et quand j'ai voulu évoluer vers la pratique avancée, c'est naturellement vers les médecins généralistes de la MSP que j'ai proposé ce projet. Projet qui a été accepté, qui a été validé tout de suite, bien que tout le monde n'avait pas une idée très précise de ce que pouvait être un projet de pratique avancée, en pratique avancée. Donc moi, je suis vraiment toute nouvelle diplômée de juillet et toute récemment installée sur la CPTS, on va dire depuis début septembre. Mais le projet, en fait, dès le début, s'est inscrit dans le projet de la CPTS, puisqu'il fallait porter une candidature à la faculté. Et donc, c'est avec le docteur Mir qu'on a construit le projet pour le présenter. Pendant les 2 années de formation, je dirais que j'ai eu l'occasion régulière, grâce à la crise sanitaire, de m'inscrire régulièrement aux activités de la CPTS, notamment avec le centre de vaccination. Ça a été une chance aussi de revenir vers les professionnels du territoire pour parler, pour échanger sur cette nouvelle pratique qui allait arriver auprès d'eux, mais également pour partager en fait des projets de pratique avancée qui pourraient aussi s'adapter sur notre territoire. Ça a permis aussi de rassurer certains collègues sur ce que faisaient ou pas sur les futures missions d'une IPA. Il y a eu aussi le choix de mon sujet de mémoire de fin d'études qui a été réfléchi en fait avec une partie de l'équipe médicale sur une thématique qui s'est voulue territoriale. Alors, ça a permis de poser un petit peu l'infirmière en pratique avancée selon le parcours patient, mais c'était un travail aussi sur le suivi du patient insuffisant cardiaque en médecine générale. Et ça ouvre une belle perspective avec l'arrivée prochaine d'un cardiologue sur la CPTS. Ce qui a été vraiment déterminant, je trouve, c'est aussi de faire mon stage de 2e année sur la CPTS, parce que ça permettait de construire vraiment un projet et ça permettait de sortir en fait de la théorie, parce qu'on peut dire qu'on ne savait pas bien où on allait. Et ce stage a été également le temps d'expérimenter en fait l'exercice en pratique avancée dans une commune de la CPTS, commune sans médecin généraliste depuis plusieurs années, où l'intérim est assuré par le docteur Mir dans un foyer autonomie pour les résidents du foyer ainsi que pour la population autour de la ville. Mais je vais laisser le docteur Mir parler de son expérience sur cette commune avant l'arrivée des étudiantes en pratique avancée.
Oui, ben depuis 2019, il y a une consultation qui a été ouverte à l'intérieur du foyer autonomie des Mésanges, qu'un collègue avait ouvert, lui, pendant quelques mois. Moi, j'ai pris la suite. C'est un exercice dans lequel je m'épuisais, un exercice solitaire, avec l'idée, ben, peut-être qu'un jour, quelqu'un viendrait, mais qui était... je m'essoufflais dedans. Et je me demandais comment j'allais m'en sortir. Et c'est à ce moment-là que vous êtes arrivés, toutes les l'une et puis l'autre, en stage. Ouais. Donc à partir du mois de janvier 2022. Donc, ouais. Donc, oui, ce qu'on a expérimenté, c'est deux choses. Des consultations conjointes, d'abord pendant le stage, où là, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Et quand le docteur Mir a proposé d'implanter une partie de mon exercice sur cette commune, j'ai trouvé que c'était un beau défi, un beau challenge. Et la CPTS a été très facilitatrice parce que elle a pris en charge en fait le matériel, hein, le bureau, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, mais aussi tout ce qui est équipement pour l'activité, comme aussi l'environnement informatique. Ça a été aussi plus facile avec la CPTS parce qu'elle a permis aussi les échanges avec les élus qu'on est allé voir pour leur proposer le projet. Et ça a permis aussi qu'ils financent le bureau pour le démarrage de mon activité. Parce que si moi je suis convaincue qu'une IPA, ça doit aller vers sur le territoire, l'IPA elle a des difficultés à payer autant de loyers que de bureaux sur le territoire aussi. Et d'autant que la proximité avec le médecin est très importante et on a déjà eu l'occasion de s'en apercevoir. Alors, ce qui est facilitateur aussi, c'est d'avoir une coordinatrice sur la CPTS, parce que pour moi qui démarrais une nouvelle activité qui était quand même nouvelle, ça a été aidant d'avoir Chloé avec moi pour m'aider, et puis bon, aussi l'aide précieuse du docteur Mir. Ça a permis aussi l'achat, la CPTS a financé l'achat d'un électro. Alors on a une petite anecdote toute fraîche sur le sujet. Mais oui, il y a aussi on va pas là. Oui, voilà. On en a beaucoup à raconter. On en a plein, mais il va falloir couper les micros. Heureusement, il va falloir quand je vois tout ce que vous avez encore à nous dire. À côté des consultations conjointes, on s'est aperçu aussi du besoin de missions transversales. Oui, j'allais venir. Je vous laisse. Oui. Non, en fait, les missions transversales, elles sont difficiles dans le mode de rémunération que M. Ullmann connaît, c'est-à-dire que dans la pratique avancée, on parle beaucoup de prévention, par exemple, en ce moment, mais c'est difficile d'avoir des rémunérations adaptées, et pareil pour différentes missions. Et qu'un cela ne tienne, la CPTS va nous soutenir, va me soutenir dans ma pratique pour justement prendre ces missions et pouvoir, par exemple, je pense au repérage des fragilités, pouvoir travailler avec ma collègue qui est sur l'hôpital de Bar-sur-Seine, mais aussi dans les situations complexes pour pouvoir venir en soutien des équipes sur le territoire. Le deuxième aspect très, très positif, c'est que les professionnels de santé de Saint-Par ont la volonté de se regrouper avec des dentistes. Les élus étaient un peu hésitants, mais à partir du moment où nous, on est là et qu'on intégrera la structure, qu'on poussera, le projet va être soutenu. Et en plus, on est tout à fait en mesure, grâce au binôme médecin-IPA, de proposer à quelqu'un qui viendrait un environnement agréable, attractif. Merci pour ces témoignages. J'avance un petit peu sur le programme pour donner un petit peu la parole à Stéphanie concernant la télémédecine. Alors oui, donc la télémédecine, un dispositif original qu'on a pu mettre en place grâce à notre hôpital de proximité. Toujours notre atout. En fait, en décembre 2021, une consoeur est partie du territoire sans être remplacée.
Nous, on était encore en pleine vaccination, donc impossible pour nous de prendre à ce moment-là en charge des nouveaux patients. Et on a mis en place un dispositif donc, de télémédecine en appui avec l'hôpital local. Alors, comment ça fonctionne ? Les patients, donc c'est l'hôpital local donc de Bar-sur-Seine qui héberge la télémédecine. Les rendez-vous sont donnés par nos pharmaciens et nos secrétaires. Les patients sont pris en charge dans cette salle de télémédecine avec une infirmière qui est détachée du sanitaire pour téléassister le médecin consultant. En retour de la consultation, le médecin consultant nous envoie un courriel à API crypté pour nous donner la conclusion de la consultation, mais aussi et surtout lorsqu'il repère un patient qui a besoin d'un médecin traitant et qui n'est plus dans l'exercice coordonné, en fait, nous envoie également les coordonnées de ce patient que l'on transmet à Chloé, notre coordinatrice, qui se charge après parmi nous de trouver un médecin traitant pour ce patient et de le remettre en fait dans un circuit coordonné de soins plus classique. Voilà, donc en ça un dispositif un petit peu original et voilà qui souligne aussi ce lien particulier que nous avons avec l'hôpital de proximité, qui contribue aussi aux facteurs de réussite et d'attractivité du territoire. On enchaîne avec Céline parce qu'elle va nous en dire ça. Voilà, plus. J'allais laisser la parole du coup à Céline Geoffroy, donc qui est IPA aussi, mais au sein de l'hôpital de proximité et qui est un peu en charge de faire le lien ville-hôpital pour cette CPTS, si j'ai bien compris. Expliquez-nous tout ça. Je suis donc salariée du centre hospitalier de Bar-sur-Seine et la particularité de mon poste, c'est que j'ai un pied dans l'hôpital et un pied en ville. Donc, comme vous l'avez compris, je suis un peu un modèle hybride. Sur la partie hôpital, en fait, j'ai commencé mon activité d'IPA au sein de l'EHPAD en septembre 2022, donc c'est tout nouveau, où le but de mon activité est en fait d'optimiser la prise en soin du médecin et surtout de faire le lien entre les intervenants, avec les familles et de venir en soutien aux équipes soignantes dans les situations complexes. Alors, l'activité que je mène, je la trouve très intéressante et j'aimerais développer la collaboration avec les médecins libéraux qui interviennent. Néanmoins, mon poste est très incertain à moyen terme, voire court terme, puisqu'il n'est pas financé sur la partie hospitalière. Donc voilà pour la partie hôpital. Concernant la ville, en fait, je suis membre du conseil d'administration de la CPTS. Et d'ici janvier 2023, mon activité va se décloisonner pour être sur un volet préventif, sur une approche populationnelle. Ce décloisonnement, d'une part, parce que un centre hospitalier de proximité a pour mission de participer à l'ambulatoire, mais aussi et surtout parce qu'il y a une volonté entre MSP et centre hospitalier de collaborer ensemble. Alors, une des thématiques qui nous est apparue majeure de travailler ensemble ville-hôpital est celle de la fragilité des personnes âgées. Donc, actuellement, une organisation gériatrique se dessine au niveau du territoire. Et mercredi, nous avons une réunion pour réfléchir autour de mes missions. Donc, une des pistes, ce serait que je puisse faire des évaluations gériatriques à domicile, pour faire donc des évaluations gériatriques, pour initier des prises en soins et faire des orientations en fonction des fragilités repérées. Alors, pourquoi à domicile? Tout simplement parce que les patients qui se déplacent à la maison de santé ne sont pas forcément ceux qui ont des problèmes. En revanche, les personnes isolées qui n'ont pas d'entourage n'ont pas toujours les moyens de se déplacer. Les médecins n'ont pas toujours non plus les moyens de se déplacer. Donc l'idée, c'est que je sorte de l'hôpital pour voir les gens qui ne sortent pas. Voilà, l'idée, c'est comment éviter les décompensations, comment prévenir ces décompensations pour éviter le passage aux urgences le vendredi soir, avec les problèmes médicaux et médico-sociaux qu'on connaît. Donc vraiment dans de la prévention, dans du dépistage. Après, est-ce que le dépistage est suffisant? Parfois oui, parfois non. Peut-on faire plus? Est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Alors à ce moment-là, je pourrais orienter vers des professionnels ou des structures
comme l'hôpital de jour gériatrique qui est en projet sur le centre hospitalier de Bar-sur-Seine. Voilà. Merci pour ce partage d'expérience et les missions qui vont vous être allouées. Oui. Un petit complément. En 2019, l'hôpital de Bar-sur-Seine, l'EHPAD, tout ça, c'était tenu surtout par les médecins généralistes et puis par le docteur Christian Braun. Mais l'avenir de l'ensemble de la structure était incertain. On a un médecin qui est arrivé en 2020, deuxième médecin qui est arrivé en 2021 sur le sanitaire. Et puis en septembre, il y a en même temps que vous, il y a un gériatre qui est arrivé sur l'EHPAD. Et puis vous, ça rend possible des projets d'hôpital de jour gériatrique, de consultation gériatrique, de liens facilités avec les médecins traitants. Tout ça, ça va très vite. C'est mercredi que le directeur nous a mis avec son cadre supérieur de santé en nous disant de trouver de dessiner les contours d'une organisation où tout le monde serait gagnant. Et donc je pense qu'on a tous les éléments pour arriver. En même temps, il nous a donné que 40% pour cette partie, 40% de votre temps sur cette partie filière gériatrique. Et ils veulent bien vous garder, ça vous montre bien qu'ils veulent bien vous garder en EHPAD. Ils voient bien ce que ça apporte en termes de facilité des soins pour le gériatre, pour les équipes en place, même si vous coûtez et que le poste n'est pas financé. Merci Jean-Paul pour ces précisions. Alors, tu vas nous dire un petit mot. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu concis là parce que j'aimerais quand même qu'on ait du temps pour des questions de la salle, même si on voit toute la richesse de ce que vous avez mis en place et la diversité et ça va bien nous servir en support sur toute la journée. Donc, tu vas nous parler de la microstructure autour de la dictologie avec l'intégration des projets des internes. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une microstructure addiction? Je suis médecin généraliste, je suis pas mal de patients pour des problèmes d'addiction. Le réseau des microstructures met à ma disposition un temps de psychologue et un temps d'assistante sociale. Donc, quand le médecin est en difficulté au niveau psy, un petit peu, il ne sait pas comment faire, ou que ce soit au niveau social, quelqu'un qui n'a pas de droit, quelqu'un qui a des problèmes de logement, il y a un temps d'un deuxième professionnel de santé. L'inclusion, elle est faite par le médecin quand il sent justement qu'il en a le besoin. Et les consultations, elles sont organisées dans des bureaux voisins. Nous, c'est le vendredi après-midi. Actuellement, il y a 2 médecins de la maison de santé, plus donc l'assistante sociale salariée de l'ALT et une psychologue libérale qui a un temps de s'arrêter chez nous. Alors, c'est bien parce qu'on n'est pas seul dans les difficultés. Là encore, on n'est pas isolé. Ou dans les succès, comme dans les difficultés. Avec cette population qui est réputée difficile, on a un exercice plaisant. Et à propos de ça, je pense que, moi je dis que c'est plaisant, on a des internes qui ont choisi, bien qu'ils ne soient pas dans la microstructure, ils ne sont pas là le vendredi après-midi, qui ont choisi de faire leurs travaux de thèse sur les choses qui sont organisées sur notre territoire, sur la prise en charge de ces patients chez nous, hein, pas des choses sur l'organisation des soins de notre territoire, de la recherche chez nous. Donc les internes, ça nous a beaucoup. On a voulu créer un environnement favorable au niveau informatique pour les internes, mais ce qui est bon pour les internes, c'est bon pour nous. Le travail qui est fait avec les internes, bon, dans le cadre des addictions, là, il y a une 3e thèse sur les addictions qui est en cours, plus 2 autres, donc ça fait 5 en tout pour l'instant. C'est à chaque fois on gagne au niveau qualitatif. Donc c'est vraiment une volonté pour nous CPTS de faciliter ces travaux de recherche. D'ailleurs, pas seulement avec les internes, peut-être faire des choses directement nous. Dans le temps, dans ce qui a été dit, dans votre temps sur l'hôpital, il y a un temps de recherche, mais c'est quelque chose qu'on prend tout à fait au sérieux. Donc,
tout ça, les internes, c'est vraiment pour nous une source de progrès. Jusqu'en avril 2022, on n'avait pas de coordinatrice. Et voilà encore un autre facteur d'une accélération de progrès avec Madame Carillian. Voilà, très bien. Tu fais le lien, donc Gladys. Maintenant, la dernière intervention est la vôtre. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre rôle, comment vous avez été accueillis et qu'est-ce que vous faites au sein de la MSP et de la CPTS? Alors bonjour à tous, donc je suis Chloé Carillian, je suis arrivée effectivement le 4 avril en qualité de coordinatrice à la MSP donc de Bar-sur-Seine et pour aussi la CPTS Sud-Est au Bois. Donc je suis vraiment coordinatrice sur les deux. Et alors mon arrivée a été très facile et très compliquée à la fois parce que comme vous avez pu vous en rendre compte, le docteur Pavant et le docteur Mir sont des personnes très dynamiques, très actives. Ils ont porté le projet de la CPTS et de la MSP à eux deux, tout seuls. Donc, ils avaient déjà quasiment tout fait. Donc, moi, arrivée en tant que coordinatrice dans tout ça, qu'est-ce que j'allais faire? Parce que finalement, ils se chargent de tout. Et petit à petit, je me suis aperçue effectivement des premières problématiques qu'ils pouvaient se poser tous les deux. Et finalement, mon plus grand rôle, c'est de les décharger. De décharger les professionnels de santé, alors en priorité le docteur Mir et le docteur Pavant parce que c'est réellement les leaders, les porteurs de projets, faire en sorte à ce qu'ils ne s'épuisent pas parce que je pense qu'effectivement petit à petit j'ai pu m'apercevoir de grosses difficultés qu'ils pouvaient porter seuls et effectivement faire le lien aussi avec tous les autres professionnels de santé parce que comme là ça paraît idyllique, c'est vrai que j'ai rarement, pourtant j'ai travaillé 15 ans à la PHP dans des services de soins divers et variés. On est censé être en équipe dans les services de soins et j'ai jamais autant été en équipe que finalement avec des libéraux que je n'aurais pas cru Donc j'ai été agréablement surprise. Ils parlent même de limite de famille et donc je relève aussi toutes les problématiques que peut relever d'être une grande famille. Voilà. Il faut rajouter à ça l'aspect commercial aussi, qu'il n'y avait pas dans les services hospitaliers, c'est-à-dire entre les professions elles-mêmes, effectivement, les libéraux vivent aussi ils ne font pas du bénévolat, donc c'est vrai que Madame Black a pu rencontrer des difficultés avec d'autres pharmaciens. Il a fallu gérer ces conflits, comprendre les problématiques de chacun. Donc en tant que coordinatrice, je dirais que mon travail aujourd'hui, c'est plus de 70% de relations humaines. C'est vraiment c'est ce qui prime avant tout et ça me plaît énormément. Après, bien sûr, il y a tout le côté gestion administrative et financière, budget, mais ce n'est pas le plus important. C'est encore très porté par le docteur Pavant et qui ont du mal, je pense, qu'avec le temps. C'est aussi vraiment cette notion de confiance. Petit à petit, ils apprennent tous à se faire confiance les uns les autres. Donc, ça fait que 5 mois que je suis leur coordinatrice. Ils apprennent aussi à me faire confiance. Et ça va être énormément de temps passé avec chacun, parce qu'effectivement, chaque individu, chaque professionnel n'a pas les mêmes problématiques, même de vie personnelle. Et des fois, ça va bloquer dans des projets communs. Donc, à moi de faire en sorte de débloquer un petit peu toutes ces situations. Très bien. Et donc là, vous évoquez la dynamique, la cohésion de votre grande famille. Est-ce que vous avez une recette, des idées, comment maintenir tout ça dans le temps ? Alors, oui, à moi maintenant de maintenir, effectivement, de prendre un petit peu la relève du docteur Mir et du docteur Pavant. Mais j'ai été accueillie avec... après, je pense que c'est la personne elle-même, c'est l'humain qui fait ça. C'est-à-dire que j'ai été accueillie par le docteur Pavant, c'est toujours ce qui m'a un petit peu choquée parce que je n'ai pas eu cette habitude-là dans mes expériences précédentes. Parler pour le centre de vaccination, qu'il n'y avait pas ce système de hiérarchie. Je sais que c'est des médecins. Je les respecterai toujours comme je respecte des infirmières, mais pas une seule fois, ils se placent au-dessus. Et je pense que ça, vraiment, au quotidien, c'est très important. Il n'y a pas cette espèce... Oui, c'est une famille, c'est des leaders, ils apportent... Il y a une certaine horizontalité dans l'équipe et pas une hiérarchie descendante comme on pouvait l'avoir dans les
complètement. organisations Et ça n'enlève antérieures. pas en rien voilà, le côté très respectueux, mais ça facilite énormément les liens, justement, d'avoir des médecins si accessibles, des pharmaciens aussi. Enfin, voilà, c'est tout le monde est au même niveau, et je pense que ça, c'est vraiment la clé de leur réussite. Merci pour ce témoignage, ça c'est un élément fort. Ouais. Un petit mot de la élément, fin pour oui, Jean-Paul. un petit élément complémentaire pour faire durer la structure. C'est pour faire comment on fait pour faire durer le truc. Eh ben, l'exercice coordonné tel qu'on le connaît, il est plaisant, il est attractif. Alors quand on dit attractif, on a l'impression que c'est pour des gens qu'on voudrait faire venir. Ouais, mais c'est aussi pour nous. C'est surtout pour nous en place, on a du plaisir à bosser ensemble. Donc on ne s'inquiète pas trop sur notre capacité à tenir dans la durée. C'est d'autant plus plaisant qu'on est bien soutenu par notre ARS, DT10, la caisse primaire. Les élus, on a construit ensemble, on est en train de construire ensemble un projet de CLS, mais avec vraiment beaucoup de contenu. Et puis moi je remercie beaucoup à la FEMAGE de nous avoir invités. C'est notre première sortie en dehors de notre ruralité. Là. À la capitale champardonnaise, tout très éloigné de chez nous tous. Hein, voilà, ça. Merci à vous, je crois qu'on peut les applaudir. Et là, on souhaitait avoir un temps d'échange avec la salle. Si vous avez des questions pratiques à leur poser. Après, évidemment, tous ces sujets-là, ça avait pour intérêt de vous questionner, de vous titiller les neurones pour les ateliers à venir et voir comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Vous avez quand même beaucoup de professionnels de santé sur la CPTS. Comment vous communiquez? Est-ce que vous avez un Facebook et vous avez des mails? Est-ce que vous vous réunissez en présentiel? Comment vous faites? Je me permets parce que donc, quand je suis arrivée, effectivement, j'ai pu remarquer que pour la CPTS et la MSP, ils discutent énormément sur le fil de discussion WhatsApp. Voilà, donc qui est très très pratique. Les informations sont limitées parce que le fil de communication est non protégé. Donc on est en train effectivement de réfléchir à des moyens de communication. Alors entre eux, comme ils ont parlé, AppyCrypt, et voilà, ils ont d'autres systèmes de messagerie sécurisés. Mais pour la CPTS, on est en train de s'orienter vers une plateforme, effectivement un peu comme un réseau social protégé, pour que tous les membres puissent créer des groupes de travail. Et on pense peut-être avoir trouvé... Moi j'ai toujours envie de parler, il ne faut pas faire attention. Non, mais déjà actuellement, depuis le début, comme avec vous, Delphine, et puis avec vous, Gladys, quand vous étiez libérale, on utilisait AppyCrypt pour échanger, donc pas que nous, entre médecins, mais c'est vrai qu'il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Que ce soit dans la responsabilité populationnelle, dans le cadre du diabète, mais aussi pour d'autres situations. Pour Saint-Par, on est en train d'expérimenter un agenda, mais qui convient pas. Il faut qu'on trouve quelque chose pour la microstructure. Donc il y a Parceo qu'on va expérimenter. S'il est fonctionnel, si l'entrée dans le système n'est pas rebutante, si ça peut fédérer suffisamment les professionnels de santé. Mais c'est notre problème. C'est mercredi que qu'on était en visio avec Pulsi pour expérimenter ça. Et c'est hier qu'on a reçu une professeur Janus qui nous a interviewé avec une collègue Azalée sur la problématique. Ça, c'est une problématique alors hyper actuelle. Moi, là, j'ai deux questions. La première sur les CPTS. Alors, moi, je suis un peu rebelle et je pense qu'il y a des choses encore à faire. Sur les CPTS, dans l'exercice coordonné, alors c'est super, on donne des primes de 50 000 € aux jeunes qui s'installent.
sous réserve qu'ils fassent de l'exercice coordonné. Pour ça, ils s'inscrivent dans une CPTS, ils cochent la case et puis c'est bon. Moi, je suis en MSP aussi. J'ai des heures de présence, de 8h le matin jusqu'à 19h. Je travaille le samedi matin parce que j'ai un règlement. Et puis, ceux qui s'installent comme ça, ils ont juste donné 50 € notre cotisation. Alors, c'est bien, hein, mais je pense qu'il y a des chevals de bataille à mener, que ça s'en est un, parce qu'on doit faire des soins non programmés. On en fait dans nos MSP. Voilà, il faut ouais, c'est pas valorisant MSP, donc voilà, je pense que je suis au congrès, alors j'en profite pour faire remonter des informations plus haut. Donc ça c'est pour la CPTS, parce que je suis présidente de la CPTS Centre-Haute-Marne. Et puis sur le versant MSP, je pense qu'il faut être aussi facilitateur. Moi j'ai une secrétaire qui veut devenir assistante médicale. Et puis là, autre problème, parce qu'en fait il faut retrouver un temps de secrétariat pour combler son secrétariat qu'elle va passer en assistant médical. Et puis, on a encore quelques freins, parce que nous, dans nos campagnes, faire 15 heures de secrétariat, c'est une mission impossible. Donc voilà, je trouve que c'est vachement bien. Moi, je milite pour la coordination. J'adore ce que je fais. Mais il faut que derrière, il y ait des aides qui viennent. Voilà. Ce que tu dis là rebondit un petit peu sur le thème de la journée, c'est aider les MSP déjà ouvertes à faire face à leurs problématiques au fur et à mesure de la maturation du projet, au moment des départs de professionnels, de salariés, de changement de braquet. Il y a besoin aussi d'aider les structures. Et voilà, on peut avoir des distorsions par moment entre les différents types d'organisations, que ce soit en MSP, en CPTS, en ESP. Et ça peut créer des tensions. Et je pense que là, la FEMAGE, elle a un rôle pour aider un petit peu à soutenir sur le terrain, et que personne ne s'oppose, parce qu'au final, on a tous le même but, mais c'est pas toujours évident de comprendre que dans une structure, vous soyez bien soutenu pour faire du soin non programmé, et dans une autre, vous en faites déjà, c'est pas valorisé. Voilà. D'autres questions ? Écoutez, alors moi, franchement, merci pour ce témoignage qui seront vraiment tout à fait passionnants et intéressants. Enfin, on sent vraiment votre dynamique d'équipe, mais on sent bien qu'elle repose vraiment sur des actions concrètes. C'est ça que je retiens, moi, surtout. C'est que, bon, effectivement, il y a les techniques de système d'information, le management, la manière de piloter une équipe. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des actions innovantes. Hein. Votre CPTS, finalement, c'est presque un laboratoire de ce qui pourrait se faire sur d'autres territoires. C'est ça qui est passionnant. Des infirmières en pratique avancée, des protocoles, si j'ai bien compris. Hein. Voilà, je crois que vous êtes d'ailleurs la seule CPTS sur le Grand Est qui a rebondi sur la mesure de la mission Braun qui prévoyait d'élargir les protocoles au CPTS. Et donc, ma question était, justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu, puisque j'ai beaucoup insisté dans l'introduction sur les protocoles, nous parler un peu de protocoles, ça m'intéresserait. C'est moi qui vais peut-être prendre la parole pour les protocoles. Oui. Pourquoi ces protocoles ? Moi, en tant que pharmacien, je vois ça comme une ouverture. En fait, c'est super intéressant. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une consultation. On va parler de retour d'expérience. C'est que voilà, j'ai une personne qui s'est présentée avec une cystite banale, donc qui rentrait complètement dans les critères des protocoles de coopération. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait une consultation. Je me suis rendu compte que finalement, ça prenait du temps. C'était pas si simple. Et finalement, j'ai trouvé que j'étais vraiment dans le cœur de mon métier. C'est-à-dire que j'étais pas non seulement donner le médicament, mais aussi j'étais capable aussi de gérer certaines choses de manière et comment on a mis en place, en fait, du coup, on a bien respecté le couple, on va dire, médecin-pharmacien, en se mettant d'accord sur ce qu'on voulait faire ou pas faire. Et là où je pense que la chose qui était la plus importante, c'est le compte-rendu ApiCrypt. On s'est obligé à donner un compte-rendu ApiCrypt du travail qu'on a fait pour que le médecin en soit informé.
Et ça, je pense que c'était la base la plus importante de ces protocoles. Alors, on a fait la même chose avec les kinés. Les kinés, ça fonctionne bien aussi. Et du coup, là, ce qui est super, c'est qu'on avait sur la CPTS une kiné qui était très dynamique, un peu comme... Mais maintenant, viennent d'autres et on va réussir, en fait, à travailler avec un peu plus de personnes maintenant. Mais oui, ça nous change en tout cas, pour moi, c'est un exercice qui est vraiment agréable, en fait. Et puis, utile aussi pour le patient. Parce qu'il n'y a pas de retard, en fait, dans la prise en charge, en fait. C'est surtout ça, en fait. Moi, je me permets une petite question pour compléter sur les protocoles, puisque pour y avoir réfléchi aussi, et voilà, en dehors de tout ce qu'on a dit, de bien coordonner avec le médecin, d'avoir le retour d'informations, pas de perte, etc., le problème du financement du protocole. Parce que nous, on a échoué là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a une somme pour la prise en charge de la personne. Et alors peut-être on a mal compris, vous allez me dire. Oui. Si le patient, vous voyez, vous passez du temps, vous faites votre questionnaire et que les croix ne sont pas toutes cochées, donc c'est retour chez le médecin traitant, il y a la prise en charge du professionnel, qu'il soit kiné, pharmacien, enfin celui qui est au début du protocole, plus la consultation patient, dans le même tarif. C'est-à-dire que le médecin, derrière, il ne refacture pas une consultation. Et donc, au tarif annoncé actuellement, personne s'y retrouvait. Ou alors, c'est le premier qui laisse sa marge, ou c'est le deuxième. Alors, comment vous avez réglé cette situation ? Alors, alors nous, en fait, avec le docteur Mir et le docteur Parvent, on a décidé en fait, que les 25 € revenaient intégralement à celui qui faisait la consultation, le premier. Oui, et si le patient repasse par la case médecin, c'est gratuit. Alors après, s'il repasse par la case médecin, ça veut dire qu'il y a échec du traitement qui a été donné. Puisque de toute façon, par exemple, pour la prise en charge de la cystite, si on ne peut pas faire, moi je ne facture pas une consultation. Puisqu'on a des critères d'exclusion. Mais vous avez passé du temps pour définir que vous alliez exclure le patient. Mais on le fait au comptoir régulièrement. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait... C'est pas chronophage à ce moment-là. Non, parce que le questionnaire est simple et ça prend... De toute façon, il y a des critères d'exclusion. Donc, si vous avez un seul critère d'exclusion, on ne se pose même pas la question. Ce n'est pas de notre ressort. Donc, moi, je ne vais pas intervenir. Mais ça, de toute façon, on le fait déjà quand le patient rentre dans ma pharmacie. Quand il rentre dans ma pharmacie, qu'il me dit « j'ai une cystite », je lui dis, si je vois qu'il y a des critères de gravité... j'oriente en fait. Et je ne vends pas forcément un produit, je ne suis pas rémunérée. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça n'a pas été un souci dans l'équipe pour construire. Pas du tout. Très bien, merci. Au niveau des protocoles, quand on a eu la possibilité de rentrer, on a été bien sûr dans les protocoles rien que pour voir. On a commencé par des protocoles nationaux avec les 25 € pour etc. Bon. Je pense qu'on est en train de migrer vers des protocoles locaux où c'est la CPTS qui finance. On en a les moyens. C'est beaucoup moins lourd, moins contraignant. Mais les protocoles, ils ont aussi un autre aspect. Ils ont un aspect attractif puisque depuis quand ça a été mis et quand ça a été partagé sur le groupe WhatsApp, on a récupéré des kinés qui étaient hors CPTS, qui se sont intéressés. On a une kiné qui, dans le même temps, s'est intéressée au dispositif Prescrit Move, qui est en place Donc, la CPTS va pouvoir les soutenir pour ces formations, des fibrillateurs et toutes ces choses-là. C'est un caractère attractif. Vous, Delphine, vous avez, dans votre pharmacie, réussi à faire venir un jeune pharmacien. Dans les éléments incitatifs, attractifs, il y a cet aspect de travail organisé, en collaboration sur le territoire. Donc ça coûte un petit peu, mais c'est attractif. Et donc nous, on est largement gagnants au niveau CPTS. Merci en tout cas pour tous vos témoignages. On va être obligé de s'arrêter là pour les questions. Et bonne vie à votre MSP CPTS.